Pendant 8 ans, Samuel Blackwell avait vécu seul, avec seulement le vent et ses chevaux pour compagnie. Il n'avait parlé à personne, vu personne, et il le voulait ainsi. Mais tout changea la nuit, où 10 femmes apaches apparurent devant son portail, trempées par la pluie et désespérées de trouver un abri. Cette soirée orageuse allait forcer Samuel à prendre la décision la plus difficile de sa vie, car les hommes qui les traquaient étaient déjà assez proches pour sentir la fumée s'échapper de sa cheminée. La pluie frappait les volets comme des pierres, rappel brutal qu'il n'y avait que les fous pour sortir quand la nature déchaînait sa colère. Il était assis tranquillement près du feu, réparant une bride usée lorsque les coups frappèrent à la porte. Ce n'était pas le coup léger d'un voisin, c'était rapide, fort, presque paniqué. Quelqu'un qui suppliait, quelqu'un en danger. Samuel se figea, le cuir toujours en main. Personne ne lui rendait visite. Personne n'osait. Pas depuis qu'il avait clairement fait comprendre qu'il ne voulait rien du monde extérieur. Les coups retentirent à nouveau, plus fort cette fois, suivis de voix parlant une langue qu'il n'avait pas entendue depuis très longtemps, l'apache. Un froid glacial envahit sa poitrine. La dernière fois qu'il avait entendu cette langue, sa femme et sa fille étaient encore en vie. La dernière fois que des étrangers étaient arrivés à sa porte dans la nuit, il avait tout perdu. Sa main se dirigea vers le fusil accroché au-dessus de la cheminée, un geste aussi naturel que respirer, né d'années à dormir avec le danger à sa porte. Mais quelque chose le fit hésiter. Les voix ne semblaient ni en colère ni menaçantes. Elles semblaient effrayées. Il écouta plus attentivement. Leurs mots étaient doux, pleins d'urgence, pas les cris de guerriers. Et il comprit. Les ennemis ne frappent pas à la porte. Il s'avança vers la porte, chaque pas lent et mesuré. De l'autre côté, les voix des femmes se faisaient plus nettes. Des murmures, des supplications. Puis, une voix s'éleva au-dessus des autres, parlant anglais. Les mots étaient lourds, portés par un accent inhabituel. « S'il vous plaît, nous savons que vous êtes là. Nous demandons seulement un abri. Juste pour cette nuit. » Samuel posa sa main sur la porte. Il pouvait sentir les vibrations de leur voix à travers le bois. Pendant ces années de solitude, il avait appris à écouter son instinct. Et là, tout lui criait qu'un danger approchait. Pas de la part des femmes, mais de ce qui les avait poussés à frapper à sa porte en pleine tempête. Il pensa à Clara, à la façon dont elle lui aurait dit d'être généreux, à sa conviction que la compassion nous rend humains. Mais Clara n'était plus là, et le jour où il avait fait confiance pour la dernière fois à des étrangers avait été celui où il l'avait enterrée. La femme parla de nouveau, sa voix plus proche, comme si sa bouche était juste contre la porte. « Ils arrivent. Si vous ne nous aidez pas, nous mourrons ici. Et quand ils nous trouveront devant votre maison, ils vous tueront aussi. » La main de Samuel resta suspendue au-dessus du loquet en fer. En toutes ces années, il n'avait jamais ouvert cette porte à personne. Mais quelque chose dans sa voix, sa fermeté, sa sincérité, lui fit comprendre que sa vie était sur le point de changer. Dehors, dans l'obscurité, des cavaliers se rapprochaient, et s'ils atteignaient sa porte, le monde de silence qu'il avait construit serait réduit en miettes. Soulever la barre de fer, c'était comme soulever le poids du passé. 8 années de peur et de solitude luttaient contre sa décision. Mais la voix de la femme avait percé son mur comme un éclair fend la sécheresse. Il ouvrit la porte. La scène qu'il découvrit resta gravée dans sa mémoire à jamais. 10 femmes apaches étaient entassées sur son perron. Leurs robes étaient déchirées et trempées, certaines tachées de sang. La plus jeune semblait à peine avoir 16 ans, tenant un minuscule paquet qui bougeait faiblement, un bébé luttant contre le froid. Une aînée aux cheveux noirs striés de gris se tenait silencieuse, les yeux remplis du poids de trop de pertes. Mais c'était la femme qui avait parlé qui attira son attention. Elle se tenait à l'écart, la posture droite malgré la fatigue visible sur son visage. Une goutte de sang coulait d'une coupure au-dessus de son sourcil, sa robe était déchirée, mais elle soutenait son regard avec une force tranquille. « Je m'appelle Tala », dit-elle en anglais avec soin. « Ces femmes sont mes sœurs, mes filles, mon peuple. Nous fuyons depuis 3 jours. » Samuel ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit.
Sa tête était pleine de questions. D'où venaient-elles? Ce qui leur était arrivé? Qui les poursuivait? Mais il aperçut les lèvres pâles du bébé et soudain, aucune de ces questions ne compta vraiment. Certains instants ne laissent pas place à l'hésitation. « Entrez », dit-il en reculant. Elles entrèrent sans un bruit, glissant devant lui comme des ombres. La chaleur de la maison les enveloppa. Après tant d'années seules, la cabane lui sembla soudain étroite et remplie. Pour Samuel, cet endroit avait toujours été une forteresse, son refuge, son coin de tranquillité. Mais ce soir, ce monde avait changé. La cabane rétrécissait sous l'arrivée des femmes. Elles apportaient avec elles non seulement l'odeur de la pluie et de la peur, mais aussi quelque chose de plus vif, l'odeur métallique du sang, dont une partie n'était pas le leur. Tala fut la dernière à entrer. En passant près de Samuel, elle murmura, à peine audible: « Les soldats qui nous poursuivent, ils sont proches. Peut-être à 1 heure derrière nous, peut-être moins. Et ils ne s'arrêteront pas avant que nous soyons toutes mortes. » Samuel ferma la porte et remit la barre de fer en place, sachant parfaitement que cela ne changerait plus rien. Son refuge silencieux avait été ouvert, pas forcé, mais volontairement déverrouillé. Et ce choix aurait des conséquences. Il y avait toujours des conséquences. Il se tourna vers Tala, cherchant une réponse sur son visage. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi vous poursuivent-ils » Ses yeux croisèrent les siens, et il y vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Une douleur profonde, brute, née de la perte de tout ce qu'on aime, et de la force de continuer malgré tout. Sa réponse fut ferme, sans hésitation. « Parce que nous avons choisi de ne pas mourir en silence. Parce que nous avons fui alors qu'ils nous attendaient à genoux. Parce que nous avons vécu alors qu'ils nous voulaient mortes. Et parce que nous nous sommes défendus quand ils ont brûlé notre village et massacré nos hommes. » Un faible cri monta du bébé dans les bras de la plus jeune femme. La mâchoire de Tala se contracta. « Et parce que si nous survivons, nous pourrons raconter ce qu'un de leurs officiers a fait à ma plus jeune sœur. Il ne verra pas un autre lever de soleil si nous vivons assez longtemps pour en parler. » Samuel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait connu des soldats comme ça, des hommes qui portèrent l'autorité comme une armure, mais qui s'en servaient pour la cruauté. Des hommes qui détruisaient des vies et ne laissaient personne derrière pour témoigner. « Combien sont-ils » demanda-t-il. « 8, peut-être 10, répondit Tala, mené par un certain capitaine Whitmore. Cela fait des mois qu'il attaque les villages apaches, prétendant que nous sommes hostiles. Mais ce qu'il craint vraiment, c'est que quelqu'un révèle quel monstre il est réellement. » Samuel s'approcha de la fenêtre, jetant un coup d'œil par une étroite ouverture entre les volets. L'obscurité recouvrait tout au-delà de la clôture. La tempête les cachait, pour l'instant. Mais des hommes entraînés pour tuer n'avaient pas besoin de beaucoup de lumière. Ils pouvaient se déplacer comme des fantômes lorsqu'ils croyaient que leur proie n'avait aucune issue. Il se retourna vers les femmes, rassemblées autour du feu. Certaines soignaient des blessures ouvertes, d'autres calmaient les plus jeunes. Elles semblaient épuisées, meurtries, mais pas brisées. Il avait appris depuis longtemps que la volonté de survivre poussait souvent les gens à devenir plus forts qu'ils ne l'auraient imaginé. « Il y a une cave sous la cuisine, » dit-il à Tala. « Murs en pierre, entrée cachée, c'est petit, mais vous pourriez toutes y tenir. » Elle secoua lentement la tête. « S'ils fouillent et nous trouvent, vous serez exécutés aussi. Mais s'ils pensent que la maison est vide, qu'il n'y a aucun signe de notre passage, ils vous laisseront peut-être en vie. Nous ne ferons pas de vous une cible de l'armée des États-Unis. » Samuel eut un rire bref, amer. « Ce bateau a déjà coulé il y a 8 ans. Je suis devenu leur ennemi le jour où j'ai survécu à ce qu'ils ont fait à ma famille. » Il fit une pause, la regardant droit dans les yeux. « Alors, la vraie question est, est-ce qu'on fuit ou est-ce qu'on leur fait regretter d'être venus jusqu'ici ?» Un éclair traversa le visage de Tala, une lueur de surprise, peut-être même d'admiration.
Dehors, la tempête commençait à faiblir, et alors que le vent retombait, le son tant redouté devint clair, des chevaux pataugeant dans la boue, et des voix d'hommes, basses et concentrées, certaines de tenir leur proie coincée. Le bruit des sabots fendant la terre détrempée résonnait comme un signal d'alarme. Samuel réagit vite, attrapant son fusil et ses munitions dans l'armoire avec une précision habituelle. Mais lorsqu'il se retourna, il resta figé. Tala n'était plus la femme épuisée qui avait supplié à sa porte. Elle se tenait droite, les épaules fermes. Dans ses mains, un couteau scintillait à la lumière du feu, brillant comme une promesse. Les autres femmes changeaient aussi. Certaines avaient déjà sorti des armes, jusque-là cachées sous leurs vêtements déchirés. D'autres prenaient des positions silencieuses, calmes et déterminées, comme des personnes entraînées pour ce moment. « Vous n'êtes pas sans défense », dit Samuel, comprenant soudainement. La voix de Tala fut ferme. « Nous ne l'avons jamais été. » Mais parfois, il est utile de laisser croire le contraire. Elle fixa les flammes. Le capitaine Whitmore pense qu'il poursuit des femmes apeurées qui vont hurler et se cacher. Il est sur le point d'apprendre qu'il s'est trompé. La jeune mère se glissa vers l'arrière de la maison avec son bébé, deux autres femmes la suivant sans qu'il soit nécessaire de parler. Elle bougeait comme une équipe, fluide et assurée. Samuel comprit alors, elles n'étaient pas seulement des survivantes, elles étaient des combattantes. Et ce moment n'était pas dû au hasard, c'était prévu. « Combien en avez-vous tué ?» demanda-t-il à Tala. Elle le regarda droit dans les yeux sans la moindre trace d'excuse. Assez pour savoir que Whitmore et ses hommes ne sont pas les premiers à sous-estimer les femmes apaches. Et ils ne seront pas les derniers, mais ils seront sûrement les plus surpris. Dehors, les voix des soldats se faisaient plus fortes. Samuel entendait au moins 6 hommes, peut-être plus, leurs paroles traversant la fin de la tempête comme des lames. Ils approchaient vite. Et ils pensaient avoir déjà gagné. C'étaient des soldats entraînés, mais ils étaient des étrangers, ignorant des lieux et dangereusement dans l'erreur sur ceux qu'ils poursuivaient. « La cave !» répéta Samuel, la voix ferme, mais Tala secoua la tête. « Si nous fuyons maintenant, ils ne cesseront jamais de nous traquer. Si nous nous cachons, ils détruiront cette maison jusqu'à nous trouver. Mais si nous nous battons et que tout se termine ce soir, la chasse s'arrête ici. » Et soudain, Samuel sentit quelque chose se réveiller en lui, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce calme glacial qui précède la violence. Cet instant où l'instinct de survie écrase tout le reste. Ces femmes n'étaient pas arrivées par hasard sur son ranch. Elles avaient choisi cet endroit, cette tempête, cette nuit précise. Elles savaient exactement qui il avait été. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-il. Le sourire de Tala fut tranchant, presque comme une lame. Le capitaine Whitmore s'attend à trouver des femmes brisées, trop faibles pour résister, mais quand il verra un rancher blanc debout à nos côtés, il hésitera. Et cette hésitation, dit-elle, lui coûtera très cher. Un cheval renacla près de la maison, des bottes lourdes éclaboussèrent la boue. Quelqu'un tournait autour du bâtiment, vérifiant les entrées, se préparant à l'assaut. Il n'était plus qu'à quelques minutes, s'attendant à des visages apeurés, pas à une résistance. Samuel vérifia rapidement son fusil, s'assurant qu'il était prêt à tirer. La voix de Clara lui revint en mémoire, douce et sage. La gentillesse est ce qui nous rend humains. Mais peut-être que la gentillesse devait parfois prendre la forme de protection. Peut-être que dans des moments comme celui-ci, la gentillesse avait des arêtes vives et des armes chargées. « Il y a encore une chose, » dit Tala à voix basse. « Si nous nous en sortons, tu ne pourras pas rester. Ils enquêteront. Ils poseront des questions. Quelqu'un viendra te chercher. » Samuel hocha la tête. Il l'avait accepté dès l'instant où il avait ouvert sa porte. Ces 8 années de silence avaient pris fin ce soir. Et peut-être que c'était ainsi que cela devait se passer. Peut-être qu'un homme n'était pas destiné à vivre caché pour toujours. Alors une voix retentit, forte et assurée, traversant la tempête comme un coup de tonnerre. « Je sais que vous êtes là, sortez maintenant, et ce sera rapide. »
Le capitaine Whitmore était arrivé, et il n'avait aucune idée du piège dans lequel il venait de tomber. Samuel se plaça à la fenêtre de devant, tandis que Tala et 3 autres femmes se glissèrent dans les ombres de la pièce principale, invisibles à la lueur vacillante du feu. Le reste des femmes se dirigea vers l'arrière, installant des défenses pour ralentir ou désorienter l'ennemi. Ce n'étaient pas des fugitives effrayées, c'était une équipe de combat bien préparée. Ce moment se préparait depuis des jours. « Rancher !» aboya la voix de Whitmore à travers la pluie. « Nous traquons des fugitives. Ouvrez cette porte, ou nous vous considérerons comme un traître. » À travers les volets, Samuel aperçut les silhouettes des soldats qui se déployaient, bloquant toute voie de fuite. Des tactiques militaires, procédures classiques. Mais tout, dans leur stratégie, était faux. Ils pensaient être devant une maison remplie de femmes terrifiées et d'un rancher stupide. Tala apparut silencieusement à ses côtés. Il ne l'avait même pas entendu approcher. « Celui près de ta grange », chuchota-t-elle. « C'est le sergent Turner. Il était là quand ils ont tué mon mari. Et près de ton puits, c'est le caporal Reeves. C'est lui qui a tenu ma sœur pendant que Whitmore... » Elle n'avait pas besoin de finir sa phrase. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Samuel sentit sa poitrine se resserrer, la rage monter comme une vieille complice. Ce n'étaient pas seulement des soldats, c'étaient des prédateurs en uniforme. Et les prédateurs ne comprennent qu'une seule chose, la force. « Comment veux-tu qu'on procède ?» lui demanda-t-il. « Whitmore passera par l'entrée principale. Il veut toujours regarder ses victimes dans les yeux. Les autres essaieront d'entrer par les côtés. Mais ils ne s'attendent pas à une résistance, seulement à des cris et à une reddition. » Elle lui tendit un petit objet, un miroir, poli pour refléter même la plus faible lumière. « Quand tu verras le signal, dit-elle, tu prends le capitaine. Nous nous occupons des autres. » Samuel ouvrit la bouche pour demander quel serait le signal, mais une autre voix coupa la tempête, plus jeune, hésitante. « Capitaine, peut-être qu'on devrait juste vérifier la maison et repartir. C'est peut-être juste un vieil homme qui attend la fin de la pluie. » Le rire de Whitmore fut bas et cruel. « Soldat Adams, ces traces mènent directement ici. 10 femmes, rapides, blessées, saignant par endroits. Elles sont là-dedans. Et il y a aussi l'idiot qui pense pouvoir les protéger. Ce soir, on suit mes règles, mes règles. » Samuel entendit le clic distinct des armes qui s'armaient, les sécurités qu'on retirait. Ce n'était pas un exercice. Le moment était venu. Et maintenant, c'est à toi de choisir. Si tu avais été Samuel, debout dans cette cabane alors que les soldats se rapprochaient, aurais-tu ouvert la porte pour essayer de raisonner des hommes qui avaient déjà choisi la violence? Ou aurais-tu fait confiance aux femmes apaches à tes côtés, des guerrières qui avaient transformé ta maison en dernier bastion? Dis-le-moi dans les commentaires, car j'ai besoin de savoir de quel côté tu te serais rangé. Ce que Samuel choisit de faire ensuite allait tout décider. Si la nuit se terminerait par la justice ou par un bain de sang. Il fit son choix. La porte d'entrée vola en éclats, défoncée avec une brutalité féroce par le capitaine Whitmore. Fusil levé, il s'attendait à trouver des femmes terrorisées, recroquevillées de peur. Au lieu de cela, il se retrouva face au canon du Winchester de Samuel. Pendant un instant, le capitaine hésita. La confusion passa sur son visage. Ce n'était pas l'embuscade qu'il avait imaginée. Cette hésitation fut tout ce dont Tala avait besoin. Dans la lueur du feu, un éclat se refléta sur le miroir, son signal. En un instant, le mouvement envahit la cabane. La même tempête qui avait couvert l'approche des soldats étouffait désormais les bruits de leur chute. Le sifflement discret des lames frappant leur cible. Les souffles courts et hachés des hommes mourant avant d'avoir pu appeler à l'aide. Le murmure silencieux de la vengeance, rapide, brutal et mérité. Les yeux de Whitmore s'écarquillèrent quand la vérité le frappa. Il était tombé dans un piège. Mais la réalisation arriva trop tard. Le doigt de Samuel pressa la détente. Mais avant qu'il ne tire, Tala se glissa derrière le capitaine comme une ombre vivante. « Ça, c'est pour ma sœur », murmura-t-elle à son oreille, enfonçant sa lame profondément entre ses côtes avec un geste précis et expérimenté.
Le fusil du capitaine tomba de ses mains. Ses doigts se portèrent sur la plaie comme s'ils pouvaient empêcher l'inévitable. Mais Tala n'en avait pas fini. Elle se plaça devant lui, l'obligeant à la regarder dans les yeux. « Et ça, c'est pour toutes les femmes que tu as crues trop faibles pour se défendre. » Alors que Whitmore s'effondrait, un nouveau bruit traversa la tempête dehors. Des sabots, des voix, d'autres hommes. Tala retira sa lame. Son expression changea. Whitmore n'était pas venu seul. Par la porte, Samuel aperçut des lueurs vacillantes de torches à travers la pluie. Une douzaine de cavaliers au moins, peut-être plus. Whitmore n'était que l'équipe d'éclaireurs. La véritable force venait juste d'arriver. Les guerrières de Tala sortirent de l'ombre, sérieuses et vigilantes. Leur courte victoire n'avait duré qu'une minute. « Combien ?» demanda-t-elle à l'une des femmes qui venait de la rejoindre. « 15, peut-être 20. Ils ont entendu le coup de feu. Ils savent que quelque chose a mal tourné. » Samuel sentit de nouveau le poids d'une décision impossible. Se battre et mourir rapidement ou se rendre et mourir lentement. Mais il regarda les femmes autour de lui. Ce n'étaient plus des étrangères. Elles avaient transformé sa maison en champ de bataille et quelque chose se transforma en lui. Peut-être qu'il y avait une troisième option. Se battre intelligemment, pas seulement durement. « La cave !» dit-il rapidement. « Pas pour se cacher, pour survivre. » Tala fronça les sourcils. « On ne pourra pas semer autant d'hommes. Ils nous traqueront jusqu'au bout du territoire. » « On ne s'enfuit pas, » répondit Samuel, se dirigeant vers un placard qu'il n'avait pas ouvert depuis près de 10 ans. À l'intérieur, enveloppés dans une vieille toile huilée, se trouvaient les outils d'une autre vie. Des bâtons de dynamite, des mèches, du matériel qu'il utilisait autrefois pour faire sauter des flancs de montagne afin de poser des rails, et plus tard pour des travaux bien plus dangereux pendant la guerre. « Ce ranch est construit sur une colline », expliqua-t-il en préparant déjà les charges. « L'eau de pluie descend des deux côtés. Chaque printemps, j'utilise un barrage pour contrôler les inondations. » Les yeux de Tala s'agrandirent en comprenant. Si on fait sauter le barrage pendant cette tempête... Samuel acquiesça. La vallée en contrebas se remplira rapidement. 3 mètres d'eau, peut-être plus. Et personne en bas ne survivra, conclut Tala à voix basse. Puis son regard se radoucit, rempli d'inquiétude. Mais tes terres, ta maison... Samuel jeta un coup d'œil à la pièce qui avait été sa prison pendant des années, puis regarda le corps sans vie de Whitmore sur le sol. « Cet endroit a cessé d'être un foyer depuis bien longtemps, » dit-il. « Un foyer, c'est les personnes que tu protèges, pas les murs derrière lesquels tu te caches. » C'étaient les paroles de Clara autrefois, des paroles qu'il avait oubliées, jusqu'à maintenant. Dehors, les soldats criaient, les torches s'élevaient, des pas encerclèrent la maison. L'un d'eux avait clairement trouvé le corps de Whitmore. L'heure des questions était terminée. La plus jeune femme entra dans la pièce avec le bébé dans ses bras. D'une manière ou d'une autre, le nourrisson avait dormi malgré le chaos. Mais maintenant, il était éveillé, attentif, ses grands yeux observant les adultes avec une curiosité silencieuse, comme s'il sentait ce qui allait arriver. Puis une voix forte retentit dehors, autoritaire. « Le lieutenant Whitmore est mort. Rendez-vous immédiatement ou nous réduirons cet endroit en cendres. » Tala se tourna vers Samuel. Son visage était calme mais grave. « Si on fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière, pas de pardon. Tu seras traqué pour le reste de ta vie. » Samuel ne répondit pas tout de suite. Il regarda simplement la pluie, les torches, l'obscurité remplie d'ennemis. Il avait déjà pris sa décision. Samuel passa le fusil sur son épaule et prit le paquet d'explosifs dans ses bras. Sa voix était basse et assurée. « Madame, je suis un fantôme depuis 8 ans. Ce soir, je choisis enfin de vivre. » Mais alors qu'ils atteignaient la porte arrière, prêts à disparaître dans la tempête et à exécuter leur plan désespéré, un son les figea sur place, un cri de bébé, faible, lointain, mais indiscutablement réel. Et il ne venait pas de l'enfant déjà en sécurité dans leurs bras. C'était un autre bébé,
Quelque part là-dehors, sous la pluie, entre la lueur des torches et les cris des soldats, une vie innocente avait été entraînée dans ce cauchemar. L'un des soldats avait amené un enfant. Car les monstres portaient souvent des visages familiers et parfois ils tenaient des bébés pour cacher la noirceur de leur cœur. C'était le genre de moment qui mettait l'âme à l'épreuve. Samuel s'arrêta. La dynamite dans ses bras lui sembla soudainement insupportablement lourde. À travers la porte d'entrée brisée, il vit le corps sans vie de Whitmore et les lueurs des torches au loin. Quelque part derrière cette lumière, un enfant était piégé dans une guerre qui ne le concernait pas. Tala lui attrapa le bras, sa poigne était d'acier. Ça pourrait être un piège. Les soldats ont déjà utilisé des enfants. Mais Samuel secoua la tête. Il avait entendu trop de cris désespérés dans sa vie pour ne pas reconnaître un véritable appel à l'aide quand il déchirait la nuit. Quelqu'un, probablement un des hommes de Whitmore, avait emmené son propre enfant lors de ce qui devait être une opération rapide et brutale. Et maintenant, cet enfant payait pour la cruauté de son parent. « On ne peut pas faire sauter le barrage, dit-il doucement, pas avec un bébé là-bas. »« Alors on meurt, répliqua sèchement l'une des femmes. Ma fille compte autant que cet enfant. » Elle avait raison. Samuel le savait. Mais il y avait des limites qu'un homme ne pouvait pas franchir, pas s'il voulait continuer à se regarder en face. Il vivait sur cette limite depuis 8 longues années. Ce soir, il devait choisir, reculer ou tomber dans l'abîme. « Il y a un autre moyen, murmura-t-il en posant les explosifs. C'est plus risqué, plus difficile, mais tout le monde peut survivre. » Les yeux de Tala se plissèrent. « Explique. On leur fait croire qu'on est coincé, qu'on est acculé. S'ils nous pensent désespérés, ils vont attaquer à la hâte et faire des erreurs. Ils enverront des hommes pour nous déloger, pendant que les autres resteront en arrière, avec les chevaux et ce bébé. » « Ça nous laisse en infériorité numérique, 3 contre 1, prévint Tala. Samuel hocha la tête. « Dans un combat direct, oui, mais ce ne sera pas un combat loyal. » Il se dirigea rapidement vers un autre placard caché, celui-ci rempli d'instruments d'un tout autre genre de guerre. Des herses rouillées pour blesser les chevaux, des fils-pièges aussi fins que des toiles d'araignée, des pièges à ours, prévus pour les bêtes, mais marqués par un passé bien plus sanglant. « Il y a 8 ans, dit-il en disposant les pièges, j'ai transformé cette terre en forteresse, parce que j'avais peur de mourir. Ce soir, on l'utilise pour faire en sorte que d'autres puissent vivre. » Dehors, les soldats se regroupaient. Quelqu'un aboyait des ordres, reprenait le commandement. Sûrement le second de Whitmore. Ils avaient le nombre, l'équipement et l'entraînement. Mais Samuel avait le terrain. Il connaissait chaque recoin comme s'il faisait partie de lui. « Comment on les divise ?» demanda Tala. « On leur donne ce qu'ils attendent, un dernier combat perdu d'avance. On barricade l'entrée et on fait assez de bruit pour rendre ça crédible. Ils vont mordre à l'hameçon et envoyer la moitié de leurs hommes pour nous attaquer de face. Et l'autre moitié ?» Samuel esquissa un sourire dur et sombre. « Ils attendront pour nous empêcher de fuir. Et c'est là qu'on les frappera, là où ils ne regardent pas. » Le plan était insensé, simple, brutal, dangereux. Tala et 4 femmes défendraient l'avant de la cabane, créant chaos et confusion. Samuel, avec les autres, contournerait par le terrain qu'il connaissait par cœur, attaquant le groupe à l'arrière et cherchant l'enfant caché dans l'ombre. « Si on échoue, dit Tala alors qu'ils se préparaient à se séparer, la mort de Whitmore n'aura servi à rien. Ils nous traiteront de sauvages meurtriers. Ils utiliseront nos corps pour justifier d'autres raids. » « Et si on reste silencieux ?» demanda Samuel. « Alors un enfant meurt pour les péchés de son père, et vous toutes, vous mourrez simplement pour avoir osé survivre. Parfois, il n'y a pas de choix entre le bien et le mal, seulement entre l'horrible et le pire. Si tu es encore avec nous, abonne-toi, parce que le bébé pleura de nouveau, plus faiblement cette fois. » Et chaque seconde d'attente rapprochait un peu plus de la tragédie que Samuel savait qu'il ne pourrait jamais oublier. « En avant !» murmura-t-il. Tala et son groupe disparurent vers l'avant de la maison, prêts à la défendre de toute leur force. Samuel mena les autres par l'arrière, dans la boue glissante et la tempête sifflante. La pluie avait faibli, mais le sol restait traître.
Un faux pas, et ils seraient découverts. Alors qu'ils avançaient prudemment dans l'obscurité, frôlant les lignes ennemies, Samuel ressentit une angoisse soudaine. Il s'était trompé dans ses calculs. Le bébé n'était pas avec la réserve à l'arrière. Les pleurs, ils venaient de quelque part au milieu. Quelque part dans le No Man's Land qui séparait la cabane du campement des soldats, en plein centre du champ de tir. Puis il le vit, une charrette de type militaire, garée près du bord de la clairière. Dans son ombre, une silhouette courbée, penchée sur une petite forme remuante. Pas la femme d'un soldat, pas une partie de la mission, quelque chose d'autre. Elle portait des vêtements en lambeaux, ceux de quelqu'un entraîné dans une guerre contre sa volonté, peut-être une cuisinière, peut-être une blanchisseuse, une femme qui n'avait rien à faire sur un champ de bataille, encore moins avec un bébé dans les bras. Samuel leva la main, faisant signe aux femmes apaches derrière lui de rester en place, puis s'avança à travers le rideau de pluie. Il percevait à peine la voix de la jeune femme, douce et brisée, murmurant pour calmer le nourrisson qui pleurait dans ses bras. Elle était prise entre deux forces prêtes à entrer en collision, sans abri, sans issue, incapable de protéger son enfant de la tempête qui allait éclater autour d'eux. De la maison voisine provenaient des bruits de chaos. La diversion de Tala battait son plein. Coups de feu, cris, meubles qui s'écrasaient au sol. Le plan fonctionnait. Dans l'ombre, Samuel aperçut des soldats se déplacer vers le vacarme, s'éloignant des charrettes de ravitaillement et les laissant presque sans défense. Mais « presque » signifiait encore 3 hommes armés aux doigts nerveux. C'était suffisant pour tuer. Samuel n'hésita pas. Il sortit de sa cachette, avançant à découvert vers la charrette, son fusil baissé mais prêt. L'un des gardes se retourna immédiatement, levant son arme. Samuel ne broncha pas. Sa voix était calme, assurée. « Tranquille, soldat. J'ai été envoyé par le lieutenant Whitmore pour sécuriser les civils, dit-il, inventant un mensonge avec autorité. La pluie et l'obscurité jouaient en sa faveur. Son long manteau sombre pouvait facilement passer pour un uniforme dans la confusion. Cela lui donna juste assez de temps. Avant que le garde ne pense à donner l'alerte, Samuel était déjà trop proche. Le soldat plissa les yeux, méfiant. « Vous n'êtes pas de l'armée, dit-il, plus hésitant qu'inquiet. » Samuel acquiesça légèrement. « Non, répondit-il, avant d'abattre la crosse de son fusil sur la tempe de l'homme. » Le soldat s'effondra dans la boue sans un bruit. La jeune femme serra son bébé contre elle alors que Samuel s'approchait. Ses yeux étaient écarquillés de peur, bien trop grands pour son jeune âge. Elle ne devait pas avoir plus de 19 ans. La vie l'avait vieilli trop vite. Elle avait le visage de quelqu'un qui n'avait pas connu la paix depuis bien longtemps. « S'il vous plaît, souffla-t-elle d'une voix à peine audible, ne faites pas de mal à mon bébé. Elle n'a rien fait de mal. »« Toi non plus, répondit Samuel avec douceur. Comment tu t'appelles ? »« Ruth Sanders, murmura-t-elle. Je fais la cuisine pour les hommes, je lave leurs vêtements. Le capitaine Whitmore m'a dit que ce serait sans danger, juste des femmes qui volèrent des chevaux, qu'il a dit. » La mâchoire de Samuel se crispa, la colère bouillonnait dans sa poitrine. Whitmore lui avait menti, à elle aussi. Il avait menti à tout le monde. Il avait transformé une mère et son enfant en complices d'un massacre. Même mort, cet homme continuait à briser des vies. « Ruth, dit Samuel, je vais te sortir d'ici, mais tu dois faire exactement ce que je te dis. Tu peux faire ça ?» Elle hocha la tête rapidement, serrant son bébé contre elle avec des bras tremblants. « Quand les tirs recommenceront, cours vers ces arbres. Ne t'arrête pas avant de ne plus entendre les coups de feu. Suis le ruisseau vers le sud. À environ 8 kilomètres, il y a un comptoir de commerce. Dis-leur que Samuel Blackwell t'envoie. »« Et toi ?» demanda-t-elle, la voix serrée par la panique. Mais avant que Samuel ne puisse répondre, un cri retentit. Les autres gardes l'avaient repéré. L'un d'eux leva son fusil, mais c'était déjà trop tard. Depuis l'ombre, les femmes apaches surgirent telles des spectres, rapides et implacables. Les soldats ne s'attendaient pas à des guerrières. Ils pensaient traquer des civils apeurés. L'affrontement fut court et brutal. Le dépôt de ravitaillement était à eux.
Ruth n'attendit pas. Son bébé serré contre elle, elle disparut dans la tempête, courant vers la liberté, tandis que le tonnerre grondait derrière elle. Mais le moment de victoire fut de courte durée. Depuis la maison, le bruit des combats s'était tu. Ce qui suivit glaça Samuel jusqu'aux os. Le silence. Pas de cris, pas de coups de feu, rien. Puis une voix, dure et froide, résonna sous la pluie battante. Ici, le colonel Prescott de l'armée des États-Unis. Vous êtes encerclés par une compagnie entière de soldats. Rendez-vous où nous vous brûlerons et pendrons ceux qui resteront. Samuel resta figé. Ce n'était pas Whitmore qui menait la danse. Quelque part dans l'obscurité, un homme bien plus dangereux observait, laissant les autres se battre et mourir pendant qu'il plaçait ses pions. La voix de Prescott était pleine d'une certitude cruelle, celle de quelqu'un qui croyait avoir déjà gagné. À travers les rideaux de pluie, des torches commencèrent à apparaître, formant un cercle qui se resserrait. Ce n'était pas un raid, c'était une embuscade. Whitmore avait servi d'appât, et ils avaient mordu à l'hameçon. Mais avant que le désespoir ne prenne le dessus, Samuel entendit quelque chose qui changea tout. La voix de Tala, forte et assurée, cria depuis la maison « Samuel, nous avons le fils de Prescott !» Le silence qui suivit fut un coup de tonnerre à lui seul. Même la tempête sembla suspendre son souffle. Puis la voix de Prescott retentit de nouveau, mais la glace avait craqué. « Relâchez le garçon et nous pourrons discuter. » Tala ne fléchit pas. « Il n'y a pas de condition, répondit-elle, seulement la justice. Vos hommes ont détruit nos maisons, massacré nos familles. Maintenant, vous devrez répondre de vos actes. » Samuel se mit en mouvement, avançant à travers le chaos, la pluie et la menace des fusils invisibles. En s'approchant de la maison, la vérité se révéla. Le groupe de Tala avait survécu, mais cela leur avait coûté cher. 2 femmes apaches gisaient sans vie dans la boue, leur courage ayant offert une chance aux autres de vivre. À l'intérieur, Samuel découvrit une scène qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer 1 heure plus tôt. Tala se tenait derrière le jeune homme, sa lame appuyée fermement contre sa gorge. Il portait l'insigne de lieutenant, mais ses mains tremblantes et ses yeux grands ouverts, remplis de peur, trahissaient son jeune âge. À peine plus qu'un adolescent, et pourtant il était indéniablement le fils de son père, les mêmes pommettes saillantes, la même mâchoire dure et crispée. Mais là où le colonel Prescott dégageait un contrôle glacial, le garçon dégageait la peur. « Il est passé par l'arrière », murmura Tala, sa voix basse et ferme. « Il pensait être malin, nous prendre à revers pendant que l'attaque principale frappait de front. Au lieu de ça, il est tombé droit dans nos mains. » Le jeune officier ouvrit la bouche pour parler, mais Tala appuya un peu plus sa lame. Un mince filet de sang apparut sur sa gorge. Samuel s'avança, les yeux fixes. « Quel âge as-tu » demanda-t-il. « 19 ans, répondit le garçon, à peine audible. Samuel ne sia pas. Le même âge que la fille du cuisinier, celle qui vient de s'enfuir dans la nuit avec son bébé. Le même âge que certaines des femmes massacrées par ton capitaine. Il scruta le visage du garçon, jeune, terrifié, commençant lentement à démêler les mensonges dans lesquels il avait grandi. « Dis-moi, lieutenant Prescott, savais-tu ce que Whitmore faisait réellement dans ces villages ?» Les yeux du garçon bougèrent de droite à gauche, la culpabilité et la prise de conscience commençant à poindre. « Je pensais que nous arrêtions des pillards, » murmura-t-il. « Mon père m'a dit que nous protégions les colons. »« Ton père a menti, » dit Tala, sa voix tranchante comme une lame. « Nous étions des fermiers, des mères, des enfants. Nous cultivions la terre, nous vivions en paix. Mais des hommes comme Whitmore ont besoin d'ennemis pour justifier leur cruauté. Les gens paisibles ne font pas circuler l'argent. » Dehors, la voix de Prescott fendit de nouveau la pluie, cette fois teintée de peur. « J'ai 60 hommes autour de cette maison. Relâchez mon fils, et je vous accorderai un passage sûr jusqu'à la frontière. » Samuel faillit rire. « Un passage sûr ?» murmura-t-il, de la part d'un homme dont la carrière repose sur la trahison. Mais en croisant le regard du jeune lieutenant, quelque chose changea. La peur était toujours là, mais elle se mêlait désormais à autre chose, de la culpabilité.
et peut-être une lueur de conscience. « Il y a un autre moyen, » dit Samuel, en se tournant vers Tala. « Nous n'avons pas besoin de le tuer. »« C'est l'un des leurs, » répliqua Tala. « Il n'a pas tiré, mais il était aux côtés de ceux qui l'ont fait. Cela le rend coupable. Peut-être, mais l'ignorance n'est pas la même chose que la cruauté. Et son témoignage pourrait mettre fin à tout ça. Y mettre fin pour de bon. » L'idée prit forme avec une clarté soudaine. Le fils d'un colonel, disant la vérité sur les massacres organisés, révélant l'engrenage de mensonges et de violences qui avaient alimenté cette guerre. Cela pourrait détruire Prescott. Cela pourrait faire la lumière sur tout ce que Whitmore avait fait. « Vous voulez que je trahisse mon père ?» murmura le garçon. « Je veux que tu dises la vérité, » répondit Samuel. « La vraie question est, as-tu la force de vivre avec ça ?» Avant que le garçon puisse répondre, un nouveau bruit résonna dans la nuit, des sabots martelant la terre, des hommes criant des ordres. Pas les hommes de Prescott. Ces voix avaient un ton différent, un ton qui rendait même les menaces d'un colonel dérisoire. De nouvelles torches apparurent à travers la brume, portées par des cavaliers en uniformes inconnus, des agents fédéraux ou des enquêteurs du gouvernement territorial. Quelqu'un avait enfin observé. Et le bain de sang de cette nuit les avait forcés à sortir de l'ombre. Samuel ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, de l'espoir. Il pouvait s'en sortir, mais cela aurait un prix. La vérité devait être dite, la justice l'exigeait, et des hommes puissants allaient tomber. Le jeune lieutenant regarda tour à tour ses ravisseurs et les agents qui approchaient, puis baissa les yeux vers son reflet dans la lame toujours posée contre sa gorge. « Qu'est-ce que vous voulez que je dise ?» demanda-t-il doucement. 6 heures plus tard, l'aube se déversa sur les ruines du ranch de Samuel Blackwell, peignant l'horizon de traînées de rouge et d'or, les couleurs des fins et d'un nouveau départ. Les enquêteurs avaient écouté chaque mot prononcé par le jeune lieutenant, leur visage s'assombrissant à mesure que les révélations s'accumulaient. Ce qui avait commencé comme une enquête sur la brutalité de Whitmore s'était transformé en un véritable scandale, remontant jusqu'à la capitale sur des ordres tachés de sang. Le colonel Prescott fut arrêté, enchaîné par le même système qu'il avait autrefois dirigé, abattu non par des tirs ennemis, mais par la décision de son propre fils de dire la vérité. Les femmes apaches survivantes reçurent une protection fédérale et de maigres réparations. Des promesses sur papier et une compensation qui ne ramènerait jamais les morts. Mais c'était un début, un pas en avant. Samuel restait silencieux sur le seuil de ce qui restait de sa maison, observant Tala et son peuple qui se préparaient à partir. Les 2 nourrissons, la fille de Ruth Sanders et l'enfant apache pris dans les tirs croisés, avaient survécu à la nuit. Tout le monde n'avait pas eu cette chance. « Où irez-vous » demanda Samuel. « Vers le nord, » répondit Tala. « Retrouver de la famille qui a échappé à la campagne de Prescott. Nous reconstruirons. Mais pas ici. Cette terre est trop marquée par la douleur. » Elle hésita, scrutant son visage. « Et toi ? Ta maison est détruite. La vie que tu avais bâtie ici est terminée. » Samuel hocha lentement la tête. L'homme qui a vécu en solitaire pendant 8 ans, il est mort la nuit dernière. C'était vrai. L'ermite, l'ombre d'un homme qui avait voulu disparaître du monde, était revenu se battre. Et maintenant, il ne pouvait plus détourner les yeux de ce qui comptait. Il ne pouvait plus oublier que certaines batailles valèrent la peine d'être menées. « Je pense aller vers l'ouest, » dit-il, « trouver un endroit qui a besoin d'un bâtisseur, d'un combattant, d'un homme qui en a assez de se cacher. » Tala lui adressa alors un vrai sourire, le premier qu'il ait vu sur son visage. « Ruth Sanders, dit-elle, aura besoin d'un compagnon de route. La route vers Denver n'est pas sûre pour une femme et un bébé. Elle aura besoin d'un protecteur. » Samuel hocha de nouveau la tête. « Alors je voyagerai avec elle. » Samuel n'hésita pas. Il savait, au plus profond de lui-même, que le premier pas de sa nouvelle vie ne serait pas pour lui. Ce serait pour les autres, pour les aider à atteindre un endroit sûr, pour protéger leurs chances de paix.
Tandis que les femmes apaches partirent vers le nord, emportant avec elles la fragile promesse de guérison, Samuel prit la direction de l'ouest, vers l'inconnu, non pour fuir, mais pour se racheter. Au-dessus d'eux, le soleil continuait de monter, projetant sa lumière chaleureuse sur cette terre meurtrie, une terre qui avait vu le sang, la perte, et enfin, un éclat de justice. Car parfois, la fin d'un chapitre n'est que la première ligne d'un autre. Et parfois, un homme qui croyait ne plus rien avoir à offrir découvre, contre toute attente, qu'il ne fait que commencer. Des années plus tard, autour des feux de camp et dans des auberges tranquilles, les voyageurs chuchotaient des histoires sur cette nuit où 10 femmes apaches et un simple éleveur avaient tenu tête à la puissance d'une armée et avaient gagné. Mais ceux qui avaient vécu ces événements savaient que la vérité n'était pas aussi simple. Ou peut-être l'était-elle bien plus encore. Car les choix les plus difficiles ne concernent pas toujours le bien ou le mal. Parfois, il parle de courage, de choisir l'humanité plutôt que la survie. Et dans ces instants, quand le monde exige que vous montriez qui vous êtes vraiment, la seule chose qui compte vraiment, c'est de choisir d'être humain. Ne vous arrêtez pas là, touchez la vidéo sur votre écran pour découvrir une autre histoire inoubliable, avec un retournement si fort qu'il vous marquera longtemps après les derniers mots. Allez-y, cliquez maintenant.